D'après un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement de 2020, plus de 24% des maladies dans le monde seraient attribuables à des facteurs environnementaux, incluant les expositions aux substances nocives présentes dans les produits que nous utilisons au quotidien. Mais dans quelle mesure les entreprises sont-elles responsables de l'impact de leurs produits et services sur la santé des populations ? Comment peuvent-elles intégrer la santé comme un critère stratégique de conception et d'innovation ? Et pourquoi ce sujet représente-t-il un levier de performance et de compétitivité pour les organisations ? Pour explorer ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christine Bellhomme. Ensemble, nous discuterons de la manière dont les entreprises peuvent prendre en compte leurs empreintes santé et transformer cette approche en un avantage durable. Christine Bellhomme, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une figure particulièrement engagée dans la santé intégrative. Formée en école de commerce puis à l'école des hautes études en santé publique, une série d'expériences personnelles vous a amené à questionner le modèle actuel de santé et à chercher des approches plus holistiques du soin. Cette quête vous a conduite à vous engager pleinement dans la promotion d'une santé intégrative où médecine conventionnelle et approches complémentaires se rencontrent au service des patients. En 2011, vous fondez Terre de Santé, une activité visant à promouvoir la santé globale et la responsabilité sociétale des entreprises. Convaincu que la santé ne se limite pas aux individus, mais concerne aussi la responsabilité sociétale des entreprises, vous avez développé le concept d'empreinte santé des produits et des services. Vous défendez l'idée que les organisations ont une responsabilité dans l'impact santé de leurs offres et que la santé doit être intégrée comme un critère stratégique dès la conception des produits et services. Ensuite, en novembre 2020, vous cofondez le réseau Alliés Santé, une association de citoyens dont vous êtes aujourd'hui présidente. Elle a pour mission de renforcer la capacité des citoyens, patients et aidants à être acteurs de leur santé de manière intégrative et éco-responsable. Votre engagement vous amène également à produire le film documentaire Viens voir, qui met en lumière des initiatives inspirantes autour de la médecine intégrative et de nouvelles approches de soins. Avec vous, nous allons explorer pourquoi et comment les entreprises peuvent faire de la santé un levier de performance en intégrant cette approche, et en quoi cela représente une opportunité autant qu'une nécessité pour bâtir un avenir plus durable. Alors, chère Christine, on a une première question signature du podcast. Comment définiriez-vous la performance ? Quand je pense performance, je pense forcément performance globale, c'est-à-dire une performance qui allie bien sûr des résultats économiques, mais aussi une dimension environnementale et humaine. Et pour moi, les trois sont indissociables. J'allais dire quelque part l'économique étant un moyen au service des deux autres. Et qu'est-ce qui vous anime ? Quelle est votre mission de vie ? Vous avez combien d'heures devant vous ? C'est ça. Ma mission de vie, je pense que c'est d'impulser des changements et de travailler sur les transitions en général et la transition en santé en particulier. Donc, contribuer à transformer les pratiques de santé individuelles et collectives. C'est un beau programme. C'est un large programme. Qu'est-ce qui vous a amené très rapidement justement dans toute cette démarche ? Parce que votre histoire, elle est quand même hyper intéressante. Alors c'est vrai qu'a priori, au départ, rien ne me prédestinait à travailler en lien avec la santé, puisque j'avais absolument aucune connexion avec ce monde-là, ni amicale, ni familiale, ni professionnelle. Et un de mes enfants, à l'âge de 5 mois, est tombé gravement malade. Donc ça, c'était en 2001. Et donc en fait, je me suis retrouvée propulsée dans l'univers du soin, un peu malgré moi, évidemment. Et cette expérience-là, cet accident de vie, j'allais dire, s'est transformé quelques années après en parcours professionnel et en aventure professionnelle pour contribuer, puisque en fait cet accident de vie nous a amené à nous heurter aux limites de ce que la médecine conventionnelle avait à proposer, puisque cet enfant supportait difficilement les médicaments et la médecine conventionnelle était un peu bloquée avec ça. Donc ça a été une invitation à aller explorer autre chose.
et le début de l'aventure dans laquelle je suis toujours 20 ans après. Et aujourd'hui, il va bien, je précise. Ah, mais c'est hyper important, merci de le préciser. On le salue. Et quand on parle justement d'empreinte santé, des produits et des services, de quoi est-ce qu'on parle véritablement ? Alors, on parle du fait que tout dans notre vie, que ce soit des objets, des services qui peuvent être proposés, ont un impact sur notre santé. J'allais dire négative, ça peut être neutre, et au mieux, ça peut être positif. Donc, en fait, l'empreinte santé, en fait, c'est vraiment la trace ou l'impact qu'un produit ou un service qui est mis sur le marché a sur une personne et une population en général, en fait. Donc, sur la dimension santé publique, santé au travail, mais on va détailler, j'imagine. Et c'est une approche que vous avez, vous, développée, en tout cas, de ce qu'on a pu lire. Il n'y a pas beaucoup n'en parlent pas, en fait. Il n'y a pas beaucoup de papiers dessus, il n'y a pas beaucoup d'études à ce sujet. Hélas. Mais oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à cette thématique-là et pourquoi on n'est pas plus nombreux, il n'y a pas plus de sujets et de dossiers à ce sujet, en fait? En fait, en 2008, la vie m'a amenée à travailler sur les dimensions santé environnementale, et notamment donc par le biais du C2DS, le Comité pour un développement durable en santé, puisqu'on a mené en 2008 une campagne concernant les cosmétiques pour nouveau-nés. Et donc j'ai découvert le champ de la santé environnementale à cette époque-là. Et quelque part, c'était un peu le démarrage, ou en tout cas, pas le démarrage, mais l'éclosion en France, puisque c'est en 2009 que le réseau Environnement Santé a vu le jour, que l'ASEF, l'Association Santé Environnement France, a vu le jour aussi. Et donc pour moi, ça a été une prise de conscience. Et là, il s'agissait donc de cosmétiques, donc de produits fabriqués par des entreprises. Et moi, venant du monde de l'entreprise, puisque initialement, j'ai été formée en école de commerce, je me suis dit, mais et si les entreprises avaient un rôle à jouer en matière de prévention et de prévention primaire, c'est-à-dire vraiment très, très en amont, avant que la maladie ou les maladies ne se déclarent. Et donc, en 2010, j'ai participé à un congrès international de promotion de la santé qui avait lieu à Genève. Et le thème de ce congrès, c'était santé, développement durable et équité. Et donc, j'y suis allée justement pour voir si les entreprises avaient une place dans ce congrès. Et en fait, il n'y en avait pas. Et donc, je me suis dit, puisque c'est un congrès qui se renouvelle tous les 3 ans, je me suis dit, écoute, tu as 3 ans pour monter un projet qui embarque des entreprises sur cette dimension-là. Et puis, tu présenteras ce travail dans 3 ans au congrès, qui, pour le coup, a eu lieu à Bangkok 3 ans après. Et donc, c'est comme ça que cette aventure a démarré, par le biais donc d'une action collective que j'ai montée en région Centre-Val de Loire, qui a été financée par plusieurs acteurs, la Directe à l'époque et l'Agence régionale de santé, pour travailler sur cette notion d'empreinte santé des produits et des services mis sur le marché. Donc une action collective qui a rassemblé 8 entreprises, des acteurs de la santé publique, de la prévention-promotion de la santé, mais aussi de l'innovation, de la santé environnementale. Et donc, pendant un peu plus d'1 an, 1 an et demi même, en fait, on s'est réunis, on était 17, pour travailler, essayer justement de poser une définition. Et donc, il y avait 8 entreprises qui étaient dans ce groupe, de taille et de secteurs d'activité différents, donc qui représentaient des biens et des services. Et en termes de taille, ça allait d'une personne, un cabinet d'architecte avec une personne, au groupe Veolia. Et on a essayé de réfléchir, de se dire, quels sont les dénominateurs communs entre les biens et les services, et quels que soient les secteurs d'activité. Voilà comment a démarré l'aventure, en fait. Mais comment vous avez réussi à mettre autour de la table autant d'acteurs différents et en si peu de temps quand même? Parce que pour faire bouger un Veolia, je pense qu'on ne l'a pas en décrochant le téléphone. Oui, bonjour, je vous voudrais autour de la table. Eh bien, je ne sais pas comment répondre à cette question. Ça s'est fait, en fait. Je pense que j'y ai mis l'énergie qu'il fallait, ma conviction, que probablement j'ai eu de la chance, que en fait, il y avait les bonnes personnes que je connaissais au bon endroit. C'est aussi des concours de circonstances et des synchronicités qui ont fait que quelqu'un que j'avais côtoyé
dans ma vie professionnelle passée, se trouvait à la directe, dans le bon service, motivée par le sujet, et elle a cherché dans les lignes de financement, dans quelle ligne ça pouvait rentrer. Et donc, ça a été un financement justement sur le côté pilote et un peu exploratoire. Et il a fallu convaincre, mais bon, écoute, je sais pas, ça s'est fait. Ça s'est fait. C'est génial, c'est très positif en fait. Et on peut être optimiste en voyant que des groupes comme ça. Alors, par contre, c'était le deuxième côté de la. Non, mais ça, c'était 2011-2013. Ah oui, oui. Alors, en parallèle de ce travail-là, enfin de ce groupe, moi, je m'étais remise sur les bancs de l'école pour faire un master spécialisé justement santé et environnement, enjeux pour le territoire et l'entreprise. Donc, j'ai fait ma thèse professionnelle sur cette question d'empreinte santé. Donc, j'étais en lien avec l'école de santé publique de Rennes. Enfin, quand je dis en lien, le master était porté par l'école de santé publique de Rennes, par l'école des mines de Paris. Donc, déjà, le mariage improbable de la santé publique et de l'industrie, entre guillemets. Donc, avec des acteurs aussi au niveau de la recherche, de la méthodologie. Enfin, voilà, on a fait tout un travail autour de cette question-là. Et quand j'ai eu terminé donc mon travail moi de thèse professionnelle et le groupe Empreinte Santé, donc ça c'était 2013. Donc le travail a été présenté à plein d'acteurs. Alors en France, comme on avait été financé par la directe, par le ministère, on est allé voir le ministère. Plein d'acteurs. On est allé aussi discuter de ça avec la commission RSE développement durable de l'AFNOR qui portait à l'époque, enfin qui porte d'ailleurs toujours la norme ISO 26000 de responsabilité sociétale. Et tout le monde nous a regardés en nous disant mais ok, super, c'est le sens de l'histoire, mais c'est pour dans 20 ans votre sujet. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui les entreprises, on a du mal, c'était donc il y a plus de 10 ans, hein, on a du mal déjà à les embarquer, à les mobiliser sur toute la dimension environnementale. Donc la santé, qui est un sujet éminemment complexe, c'est pour dans 20 ans. Donc nous sommes en 2025, donc il reste encore quelques années. Donc voilà, régulièrement, je ressors le sujet du tiroir. Mais alors, voilà, c'est pas encore forcément mûr, mais on y croit. Oui, justement, comment montrer et comment expliquer aux entreprises que c'est un levier de croissance et non pas juste une contrainte, justement, ce que vous étiez en train de dire là? Alors, peut-être, tout à l'heure, vous me posiez la définition de qu'est-ce que c'est que l'empreinte santé. En fait, on a défini, puisque pour construire, on a quelque part construit un mode de réflexion ou une méthodologie, en fait, pour justement répondre aux chefs d'entreprise qui voudraient travailler sur l'empreinte santé de son produit ou de son service, par quelle boule prendre, par où on commence. Et donc, en fait, la logique, on part d'une logique de cycle de vie d'un produit ou d'un service, puisque ça s'applique aussi à un service. On va dire donc de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. C'est-à-dire, voilà, tout au long, à chacune de ces étapes, le produit, ou en tout cas le produit en devenir, croise des personnes, donc des parties prenantes, sur lesquelles il a possiblement un impact. Donc ça veut dire que quand on est en phase de production de ce produit ou de ce service, on est plutôt sur la dimension santé au travail. Et puis quand le bien ou le service se retrouve, sur le marché, on passe sur un sujet de santé publique. Donc ça permet comme ça de n'oublier personne, sur l'ensemble de la chaîne, et d'aborder les questions justement aussi bien de santé au travail que de santé publique. Mais du coup, quelque part, le point d'entrée, c'est le produit. Ce que les entreprises qui étaient dans le groupe, puisque dans le groupe, on avait donc une architecte, on avait une entreprise dans le monde du bâtiment, du gros œuvre, on avait un transporteur, on avait une école de commerce, on avait un imprimeur, on avait donc Veolia, qui était à l'époque en train de changer de métier pour passer de producteur de déchets à fournisseur de matières premières. On avait une entreprise du monde de l'agroalimentaire, puisque c'était le fabricant des boissons non alcoolisées du groupe Intermarché, enfin un des fabricants. Et donc, en fait, du coup, tous ces regards, tous les éléments, en fait, que eux ont analysés, justement, comme levier, c'est de dire, déjà, c'est un moyen d'être innovant, puisque c'est une manière de rentrer dans l'innovation innovante, qui n'est pas commun. C'est un moyen de donner du sens à tout un ensemble de démarches santé qui existent déjà dans l'entreprise et qui, parfois, n'ont pas de lien
Et donc, ça remet en cohérence, en fait, toute une démarche. Pour des entreprises qui sont déjà dans des démarches de responsabilité sociétale, alors que ce soit par le biais de la norme ISO 26000 ou d'autres, puisqu'il y a d'autres référentiels, ça permet d'aller plus loin sur certains sujets, et notamment sur toute la dimension de la santé humaine au sens large. Et puis, c'est un levier d'attractivité, aussi bien pour les salariés, pour le coup, parce que le fait que l'entreprise s'embarque dans ce type d'approche, encore une fois, ce que je disais, ça amène du sens, en fait, à tout ce qui est fait. Et donc, ça démultiplie aussi le sentiment d'appartenance. Enfin, ça peut démultiplier le sentiment d'appartenance et l'attractivité pour des salariés, et notamment des jeunes, dont on sait que plus les années passent, et plus, en fait, ils sont en quête aussi de travailler dans des entreprises qui sont vertueuses. Et puis, attractivité pour les clients. Parce que le fait de proposer et de pouvoir argumenter sur tout un travail authentique, évidemment, on peut bien imaginer que le health washing peut aussi intéresser. On va en parler. Et en tout cas, quand la démarche est authentique, ça vient aussi renforcer, c'est des messages qui viennent renforcer ce que les clients peuvent rechercher, en fait. Est-ce que c'est pas encore plus présent, cette notion-là, pour l'industrie agroalimentaire et cosmétique? Vous en parliez tout à l'heure. Il y a quand même un enjeu qui est absolument colossal. Et quand on voit aujourd'hui que les sols ne sont plus de bonne qualité et du coup, on n'arrive plus à faire pousser des fruits et des légumes de bonne qualité, là, il y a un enjeu. Enfin, je veux dire, c'est pas pendant 20 ans, là. C'est tout de suite, immédiatement, parce qu'on a la plupart des populations qui sont en carence nutritionnelle de micronutriments. Et malgré ça, le bio recule. Malgré ça, le bio recule encore? Le marché du bio, aujourd'hui, c'est encore, tout ce qui est agriculture biologique, depuis le Covid, là, recule. Donc, pour des contraintes financières, en fait, des exploitants. Je ne sais pas exactement pour quelles raisons. Je pense qu'il y a des contraintes budgétaires des familles et le fait d'acheter du bio, c'est toute une approche aussi culturelle de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on met dans son assiette, qu'est-ce que ça coûte? Et puis, l'image du bio souffre aussi de l'image qui peut être véhiculée par le bio de grande surface, suremballé, qui vient de très très loin. Mais donc, ça recentre aussi vers du local. Donc, l'idéal, c'est du local et bio, en fait. Et c'est pas du local ou bio. Donc, oui, bien sûr, l'agroalimentaire, de fait, a des compétences santé dans ses équipes. Il s'agit pas, évidemment, d'empoisonner les clients et de créer des crises sanitaires. Mais on peut se questionner quand même sur quelle approche de la santé, puisqu'on sait que dans les produits ultra transformés, il y a quand même un certain nombre d'additifs qui sont aussi ciblés et dont on sait qu'à long terme, et de manière chronique en termes d'exposition, ça peut provoquer aussi des choses néfastes. Certains produits, évidemment, sont incriminés dans l'épidémie d'obésité. Donc, oui, l'agroalimentaire, de fait, travaille sur la santé, et heureusement. Mais vraiment ? Vraiment, de fait. Moi, j'ai des doutes quand même quand on voit ce qu'il y a dans certains produits, et comme vous dites, notamment les produits transformés, mais aussi les produits qu'on donne à nos enfants. Je parle des céréales industrielles, etc. Mais en fait, pour moi, c'est un suicide collectif, presque. Pour moi, il y a deux choses. C'est la santé en aigu, j'allais dire, et puis la santé vue de manière, sur le long terme, en fait. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, il y a une éducation des entreprises, mais aussi en parallèle, il y a une éducation du grand public. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Je trouve que l'exemple des nitrites dans le jambon est excellent, par exemple, avec la couleur du jambon, rose ou marron. Et quand on voit que les enfants, si le jambon n'est pas rose, c'est pas du bon jambon. Enfin, les enfants, et puis même, je pense, des personnes plus adultes. Donc, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des indicateurs clés qui nous permettent de mesurer justement l'efficacité, de prendre en compte l'aspect santé dans la conception des produits et services d'une entreprise ? Alors, je ne peux pas affirmer de manière certaine que non, mais dans la mesure où, globalement, quand même, aujourd'hui, c'est un sujet, j'allais dire, quelque part ultra innovant. En plus, c'est très difficile d'évaluer. Mais c'est exactement ça, c'est ce que je me posais comme question. Comment on fait pour l'évaluer ? En fait, ouais. C'est presque, il faudrait développer des nouvelles techniques pour pouvoir mesurer ces impacts-là.
Et puis, c'est d'autant plus compliqué. Alors ça, c'est les discussions qu'on a eues dans le groupe, puisqu'on avait 2 médecins de santé publique dans le groupe. Alors, il y avait les chefs d'entreprise, mais il y avait aussi, bien sûr, des gens côté santé. Et on s'est beaucoup questionné. On parle d'empreinte santé. Est-ce qu'on la chiffre, cette empreinte ? Voilà. Donc, des débats. Et au final, consensus pour dire on ne peut pas chiffrer. Parce que la difficulté aussi, c'est que bien sûr, il y a un certain nombre de substances, de produits, de choses dont on sait que c'est potentiellement nocif pour la santé. Mais après, selon les individus, selon le terrain de chaque individu, certains peuvent réagir, d'autres pas. Et donc, comment on met une note, en fait. Donc, il y a des applications aujourd'hui dans certains secteurs d'activité, des applications qui permettent d'avoir une indication sur la présence ou pas de certaines substances dedans, et donc une note par rapport à la présence ou pas des substances, mais ça n'indique pas si on va réagir et comment, et à long terme, et puisqu'on sait très bien que voilà, certaines personnes, ne serait-ce que, je sais pas moi, l'alcool ou la cigarette, il y en a qui fument et boivent toute leur vie et qui sont jamais malades, et pourtant on sait bien que dans l'absolu, l'alcool et la cigarette et le tabac sont nocifs pour la santé. Donc, arriver à noter, je sais pas, une personne, par exemple, qui est diabétique, de fait, un produit va potentiellement avoir des impacts sur cette personne-là, et moins, ou en tout cas pas tout de suite, la santé, c'est un sujet très personnalisé, en fait, et très complexe. Et en plus, les recherches, les analyses sont faites par des grosses industries, industrielles même, et du coup, il y a quand même des lobbies. Je ne sais pas si on peut aller sur ce terrain-là, mais c'est quand même ça qui régit pas mal de choses. Et quand on voit les débats qu'il y a, notamment au Parlement européen, sur l'autorisation des pesticides ou pas, des substances où on sait que c'est nocif, des gens qui témoignent, etc., quand les femmes sont enceintes, moi je ne vais pas citer, mais voilà, on voit de quoi on parle. Mais qu'est-ce qu'on fait ? mais qu'est-ce qui se passe ? On sait, je veux dire, autant il y a des produits, on ne sait pas. Mais il y a des produits, on sait. Et on n'arrive toujours pas à les interdire. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est des lobbies. Alors, moi, je ne vais pas aller sur le terrain des lobbies parce que je n'ai pas de données, en fait. Ce n'est pas mon champ d'investigation, j'allais dire. Bien sûr, je lis des choses comme tout le monde, mais je n'ai pas de données précises là-dessus. En revanche, je sais aussi que le consommateur, il sait aussi, et pourtant, il achète. Sur tous les paquets de cigarettes, on sait que fumer tue, et ça n'empêche pas il sait plus fumer. Que ce qu'il Mais là, veut c'est une croire. addiction. Oui, c'est une addiction. Il y a les additifs, on les connaît pas tous. Et la difficulté aussi, c'est que, et pour en avoir discuté, mais vraiment très très souvent avec, je veux dire, des consommateurs lambda, comment on s'y retrouve et au final, qu'est-ce qu'on mange en fait ? Qu'est-ce qu'on mange ? C'est même pas que manger, c'est avec quoi on s'habille. C'est ça. Qu'est-ce qu'on Parce que même mange, par exemple, pour parler d'alimentation, le Nutri-Score, apparemment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fonction de qui en parle, tout le monde ça fait pas l'unanimité non plus. Il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, je pense que c'est vraiment culturel. À tous les niveaux. Donc, OK, les entreprises, les lobbies jouent leur rôle. Je pense que ça, c'est indéniable. Mais le consommateur, il joue aussi son rôle et quelque part, il a aussi des clés, lui, dans son acte d'achat. Donc, c'est complexe. Un vaste débat, ouais. Mais pour ces indicateurs, je me posais la question après, parce que pour les produits, en effet, c'est une difficulté, mais disons qu'on a un produit fini, qu'on peut faire des analyses directes sur ce produit-là. Je me dis que ça doit être encore plus difficile au niveau du service. Oui, parce que là, on évoque des produits, mais après, par exemple, dans le groupe, on avait donc une école de commerce. C'est-à-dire, l'empreinte santé d'une école de commerce, c'est quoi ? Bon, il y a évidemment l'école en elle-même, les bâtiments, les lieux qui accueillent des centaines d'étudiants chaque année. Donc ça, c'est l'environnement, j'allais dire, des études. Et puis après, il y a qu'est-ce qu'on leur enseigne, en fait, le cœur de métier de l'école. Sachant que une école de commerce forme un futur cadre, un futur dirigeant. Qu'est-ce qu'on lui inculque, lui, comme notion et comme savoir en matière de santé, et quel impact, lui, il aura après sur les équipes qu'il va manager quand il se retrouvera en poste. Donc, bien sûr que ce type d'école, par exemple, peut et doit intégrer aussi une dimension santé dans les formations qui sont dispensées, parce que ça va être primordial, et on voit bien toutes les questions après de management dans les entreprises et de culture d'entreprise, et voilà. Mais en même temps, si on a des managers
à qui, quand on parle de santé, de déterminants de santé, qu'est-ce qui détermine la santé des gens, n'en sait rien parce que finalement, il n'a jamais été investigué sur ce terrain-là où il n'a pas été formé. Bon, voilà. Donc ça passe par le fait d'intégrer aussi cette dimension-là dans les formations. Et là, cette école, elle l'a intégrée justement dans ses formations ? Cette école, entre-temps, elle a disparu, donc Ah mince. elle a été rachetée. Enfin bon, voilà, Ouais. il y a eu des choses. Et en fait, par rapport à tout ce travail qu'on a fait donc en 2011-2013, on va dire 2014, on a bien senti que c'était trop en avance et que ça coûte énormément d'énergie, de temps, d'essayer de convaincre, et que quand c'est pas mûr, c'est pas mûr. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que régulièrement, on ressort le sujet du tiroir, jusqu'au moment où ça va accrocher, il va commencer. Peut-être que c'est aujourd'hui. Peut-être que grâce à vous, aujourd'hui, Un bon entendeur. des choses. Et donc, du coup, voilà, essayer de disséminer. Mais je pense que la complexité du sujet fait peur. Bah oui, mais à un moment donné, c'est comme d'habitude, on va réagir quand on sera au pied du mur, en fait. Quand toute la population va être malade, que de plus en plus jeunes, nos enfants seront malades. Je pense que ça, c'est déjà le cas. Mais je sais. Le fait qu'ait été développé, vous parliez d'indicateur, l'indicateur de l'espérance de vie en bonne santé. Elle a diminué. Oui. Alors, déjà, besoin elle stagne, mais c'est surtout oui. qu'elle est quand même très, très en dessous de l'espérance de vie, j'allais dire, classique. Je ne sais pas si vous connaissez l'âge. Il y a 10 ans de différence, je crois, non ? Même plus, en fait. 15 ans, ouais. C'est quoi, en fait, on est à 63, 64 ans. Ouais. Et donc, ça veut dire que quand on sait qu'en santé, ou plus exactement en soins et en maladie, c'est justement les années du grand âge qui coûtent le plus, en fait. Mais tout cet argent investi sur cette période-là, au final, et qu'on voit finalement que l'espérance de vie en bonne santé, au mieux, elle stagne, voire on pourrait avoir la sensation aussi qu'elle régresse. Finalement, voilà, comment est-ce qu'on investit l'argent, sur quoi Et oui, c'est toujours des politiques court terme. Ça, on en parle souvent dans nos épisodes. Et tout à l'heure, vous parliez des freins. En fait, c'est aussi qu'en France, il y a une confusion entre le mot santé et le mot maladie. Complètement. Et le mot soin. Ça veut dire qu'au lieu de parler d'établissement de soins, on parle d'établissement de santé. De professionnels du soin, on parle de professionnels de santé. Ce qui veut dire qu'un chef d'entreprise, quand on lui parle de santé, il dit, mais en fait, c'est pas moi, ça, c'est pas de ma compétence. Au-delà de la santé au travail, et là, il renvoie vers le médecin du travail. Mais en fait, il voit pas... Alors là, je parle du chef d'entreprise, mais on a la même réflexion avec les élus, par exemple. Et on voit bien, là, je commence à regarder ce qui se passe au niveau des questionnements autour des prochaines élections et comment on monte les programmes, etc. On retrouve l'habitat, l'urbanisme, mais le mot santé, en fait. Alors évidemment, je ne veux pas généraliser, bien sûr qu'il y en a qui s'en emparent, mais globalement quand même, pour un maire, la santé, c'est l'agence régionale de santé et ça ne relève pas de la compétence de la commune, voire même de la communauté de communes, ou alors sur des aspects très précis. Donc en fait, je pense qu'il y a tout un travail déjà de redéfinition de qu'est-ce que c'est que la santé. Et alors vous, comment vous le définiriez ça ? Il y a la définition, j'allais dire, officielle de l'OMS, à laquelle moi je rajoute un élément qui vient de la charte de Bangkok, c'est donc un état de complet bien-être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Après, il y a une autre version qui est plus dynamique et qui dit que finalement la santé, c'est la ressource qui permet de se relever quand on tombe malade. C'est-à-dire que... L'auto-guérison, la capacité d'auto-guérison. C'est toute cette ressource, voilà, qui permet de retrouver un état d'équilibre quand cet équilibre est perturbé. Donc, je vous laisse choisir... C'est très intéressant comme prisme, ouais. Et justement, donc on a mis en avant le fait que malgré tout, il y avait quand même beaucoup d'éléments positifs. C'était plutôt attractif de s'intéresser à cette question, même si c'est pas encore totalement d'actualité malheureusement. Mais le risque aussi, on a un petit peu évoqué, c'est que certaines entreprises s'en emparent de façon totalement marketing et qu'il y ait ensuite un health washing avec cette utilisation-là. Comment faire en sorte qu'il n'y en ait pas ? Je ne sais pas comment c'est possible d'éviter ça, parce que je pense, on voit bien que
Voilà, quels que soient les sujets, il y a forcément à un moment donné des personnes ou des organisations qui essayent de biaiser. Voilà. Après, à partir du moment où on met beaucoup d'énergie sur le sens et sur une forme de conscience à mettre sur tout ça, et notamment je reviens sur les consommateurs, sur les salariés, finalement c'est eux aussi qui peuvent servir de garde-fou à ce que certaines entreprises peuvent faire. Et on voit bien aujourd'hui quand même qu'il y a de plus en plus de cas qui sont dénoncés, qui sont montrés, qu'il y a des pertes, du coup, des risques d'image, en fait, forts pour les entreprises qui vont trop loin. Alors, ça ne les empêche pas, éventuellement de se relever et de continuer, mais... Et sans citer d'entreprise, de marque ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut identifier et que vous auriez pu, dans vos recherches, identifier comme étant en effet là, uniquement du health washing et pas du tout quelque chose... Est-ce que, je sais pas, en tant que consommateur, justement, on pourrait se dire, là, ça peut... c'est vrai qu'en tant que consommateur, c'est difficile, surtout quand on fait ses courses, en courant, toujours en allant à la rigueur, en allant toujours sur les mêmes produits, si au moins on a pris le temps d'analyser ces produits, pourquoi pas. Mais il faut dire quand même que quand on regarde les packaging, c'est quand même compliqué de s'y retrouver. Tout ce qui est écrit sur les packaging, toutes les allégations, tous les labels. Parce que les labels, j'ai encore regardé là avant l'émission, avant l'enregistrement, là, c'est une jungle qui est quand même compliquée. Chaque label a un cahier des charges. Alors les labels privés, il y a les écolabels sur lesquels on peut dire peut-être s'appuyer plus, mais aucun label n'est parfait. Ils ont des champs. Alors certains labellisent une partie plutôt environnementale et puis les autres un bout santé. Mais est-ce qu'il y en a vraiment un global Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Enfin, pour le consommateur, c'est quand même extrêmement compliqué de s'y retrouver. Oui, donc, on n'a pas le temps d'aller regarder chaque charte de chaque label, etc. Ceux qu'on connaît, il y a quoi ? Il y a le Fairtrade, il y a le label bio, évidemment. Il y a le NF Environnement, qui est et l'écolabel européen qu'on retrouve sur toute une large gamme de produits, parce que c'est ça aussi. Ecotex, c'est sur les textiles, et donc s'il faut connaître tous les labels. Alors quand on est dans dans l'écosystème et qu'on s'intéresse à ça, mais tout le monde ne peut pas être spécialiste de tout. Mais du coup, est-ce que c'est pas justement au gouvernement de prendre, d'accélérer les choses en allant directement imposer des choses aux industriels, notamment textiles, agroalimentaires, etc. J'ai l'impression que c'est tellement lent, c'est tellement... Pourquoi nos gouvernements, aujourd'hui, ils ont du mal à s'emparer de ces sujets ? Je pense que, quand même, pour connaître l'univers de l'entreprise, il y a quand même une foultitude, déjà, de règlements et de choses qui sont imposées. Et je ne sais pas si la solution, c'est d'en rajouter, ou au contraire, de faire du tri, en se questionnant sur qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que quand on discute avec des chefs d'entreprise, c'est sûr qu'à la fois, quels que soient les secteurs de l'entreprise, il y a une multitude de normes et je dis à un moment donné, c'est ingérable. Ça coûte une fortune, ça mobilise une quantité de personnes phénoménale. Et au final, pourquoi ? Et donc, vraiment, moi, je ramène tout le temps au sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on perd complètement le sens de ce qu'on fait et qu'on empile des réglementations les unes sur les autres et qu'on les fait parce qu'il faut les faire et parce que sinon, il y a un risque d'amende ou de je ne sais quoi. Je ne sais pas si la solution, c'est d'en rajouter ou déjà, peut-être d'épurer, de simplifier, parce que le catalogue des normes, il est quand même... Oui, c'est colossal. Colossal. Moi qui viens du textile, déjà rien que dans le textile, c'est absolument colossal. Et on s'y perd, même quand on est expert du textile, c'est très difficile de s'y retrouver. Moi, j'ai discuté avec des personnes qui étaient spécialistes du tri des déchets, qui me disaient, mais en fait, que s'ils respectaient tout ce qui leur est imposé d'un point de vue réglementaire au niveau des déchets, en fait, globalement, ils ne savent pas où les mettre. C'est-à-dire que, de toute façon, ça, c'est... Oui, bien sûr. Moi, j'ai entendu aussi ça plusieurs fois de responsables qualité, notamment, qui disaient que si une entreprise devait respecter à la lettre toutes les réglementations existantes, globalement, elle est paralysée. Donc, je suis pas sûre que le fait d'en rajouter, ce soit la bonne solution. Mais le fait de mettre le paquet sur la prévention primaire et de donner les moyens, de sensibiliser tout le monde à l'importance de la prévention, peut-être que
Et oui, mais c'est de l'anticipation et c'est pas du court terme. Donc c'est là où... Et puis c'est pas du tout culturel en France, quoi. Il y a des pays où ça l'est plus, mais nous on a besoin d'aller dans le mur et puis de... On y va collectivement, parce que la France n'est pas séparée du reste du monde. Moi, je suis aussi partisane beaucoup de regarder, de balayer devant sa porte avant de critiquer. Si je regarde mon propre parcours, alors évidemment, je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais pas eu cet accident de vie à un moment donné, avec cet enfant malade qui est venu me ébranler plein de choses. Mais avant ça, je me posais pas toutes ces questions et c'est vraiment revenu. J'ai pris un mur, quoi. Et donc. Et comment ça a remis en question votre éducation par rapport à tout ça? Si on prend deux grands sujets qui parlent à tout le monde, dans l'habillement, donc le textile, et l'agroalimentaire. Aujourd'hui, vous avez 3 enfants, c'est ça? 2 enfants. Mais ils sont grands maintenant, hein, donc l'habillement, ils gèrent. Ouais, mais justement, comment ils se gèrent par rapport à ça? Est-ce que vous les Question avez... suivante. sensibilisés, etc. Non, mais on fait ce qu'on peut. Mais dans votre démarche, vous l'avez dit, ça vous a quand même remis en question. Ça a remis en question votre chemin de vie, quand même. En fait, je pense que je me rends compte avec les années que toutes les personnes qui, à un moment donné, ont rencontré la mort de près ou de loin. Alors, du coup, moi, ce qu'on a vécu, nous, c'est un rendez-vous avorté in extremis. Donc, il s'en est sorti, il va bien, mais on a touché quand même du doigt, il est descendu très, très bas. Je pense que ça vient ébranler quelque chose et ça vient chercher sur qu'est-ce qui est essentiel, en fait. Et donc, on se rend compte que finalement, il y a quand même plein de choses qui servent pas à grand-chose, qui sont superflues, voilà. Et je ne c'est même pas conscient. C'est juste que il y avait des besoins ou des questionnements qui existaient avant, qui n'existent plus après. Et il y en a d'autres qui apparaissent. Donc, les vêtements, de toute façon, quels que soient les sujets, c'est toujours la notion du juste besoin. Qu'on soit sur les vêtements, sur l'alimentation, sur le soin, sur de quoi j'ai vraiment besoin. Et puis après, ok, j'ai besoin de certaines choses et où je les achète, quels critères je choisis. Et justement, est-ce que vous avez des exemples, vous, que vous appliquez dans votre vie quotidienne? Évidemment, on n'est pas tous parfaits, mais juste quelques exemples, ça peut nous inspirer. Je peux même vous assurer que je suis loin d'être parfaite. Mais qu'il l'est. Mais des choses qui peuvent un peu nous inspirer dans le quotidien et qui permettent du concret aussi, d'ajouter un peu de concret dans nos échanges. Alors du coup, vous me disiez, les enfants, j'ai une fille qui, aujourd'hui, achète beaucoup de vêtements de seconde main et qui, du coup, m'a embarquée avec elle dans cette aventure-là. Donc ça veut dire que je pense qu'une grosse partie des derniers vêtements que j'ai achetés, je les ai achetés de seconde main. C'était pas forcément une habitude que j'avais avant. Ça, pour le coup, c'est elle qui me l'a inculqué. De toute façon, j'ai jamais été dans la consommation. Je sais pas, le téléphone portable. Je vais au bout du téléphone et quand vraiment il est à bout, je change de téléphone. La voiture, je fais de l'accompagnement en fin de vie des voitures. Voilà. Je connaissais pas ce concept, l'accompagnement en fin de vie des voitures. Non, mais c'est sûr, et c'est vrai que cette idée de seconde main, ça participe à ce que vous disiez au début, de penser au cycle de vie du produit ou du service, en fait, d'avoir cette conception globale et pas justement ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui est fast fashion, par exemple, où c'est du consommable poubelle, en fait, directement. Et puis en fait, la plupart du temps, on va même les acheter dans cette optique-là. C'est même pas juste la qualité ou non du produit, c'est juste de toute façon, voilà, je le veux, je le prends, voilà, dans 3 jours, ça sera plus à la mode, je m'en servirai plus, quoi. Donc c'est vraiment ça, oui, de penser à tout ce cycle de vie du produit. Et quelles sont justement, d'après vous, les étapes clés, vous qui avez beaucoup travaillé sur le sujet, pour une entreprise, pour prendre en compte dans la conception des produits et des services cette empreinte santé? Tous les services de l'entreprise sont concernés, on est d'accord? Tous les services, en effet, sont concernés. Je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'acculturer tout le monde pour créer un langage commun, une vision commune de la santé. Encore une fois, je pense que c'est le mot que je vais le plus répéter, mais c'est le sens. À quoi ça sert? Pour la réponse au pourquoi. Je pense que c'est, de toute manière, à partir du moment où on est sur de la gestion du changement, puisque c'est de ça dont il s'agit, d'accompagner le changement ou de l'insuffler, ça passe forcément par un temps qui peut être long d'acculturation.
Et on peut vouloir aller vite et dire, voilà, les équipes dirigeantes disent, bon, tiens, voilà, on va développer tel ou tel produit ou tel ou tel service. Si les salariés sont pas embarqués et si on prend pas le temps de les acculturer, ils vont pas s'approprier et ça, on perdra du temps derrière après pour essayer de les motiver. Donc ce temps d'acculturation, pour moi, il est fondamental. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent faire des formations ou des conférences sur le sujet. Mais on est d'accord, ça, c'est pas structuré encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, une entreprise qui veut travailler sur l'empreinte santé de son produit, ou son service, elle a une multitude d'acteurs, justement, comme ça concerne tous les services. Souvent, d'ailleurs, quand on parle du sujet, d'emblée, c'est plutôt le service RH. On renvoie vers le côté RH. Parce que dans le champ de la production, alors sauf dans certains secteurs d'activité qu'on évoquait ensemble, où il peut y avoir bien sûr des compétences santé, mais globalement, il n'y a pas de compétences santé dans l'entreprise, en fait. La compétence, quand on dit santé, c'est santé au travail, et donc c'est le médecin du travail. C'est ça. Qui est à l'extérieur, et en plus en pénurie de médecins du travail. Donc, globalement, l'entreprise ne sait pas vers qui se tourner, en fait. Ah oui, non. Ouais, ça fait un. Il y a une boîte à créer, là. Bah oui, non, mais c'est vrai. Il y a tout un champ. C'est vraiment ça. C'est vrai, c'est vraiment quelque chose. C'est la santé en entreprise. Alors, ce que je voudrais quand même dire, je ne voudrais pas donner l'impression qu'il ne se passe rien sur le sujet. Ouais. Parce que c'est comme Monsieur Jourdain. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font des tas de choses, mais qui ne l'ont pas nommé comme ça, qui travaillent évidemment sur le volet RH et qui font des tas de choses formidables sur le volet RH. Bien sûr, il y a des tas d'entreprises qui essayent, je ne sais pas, par exemple, si on est dans les cosmétiques ou autres, de faire des formulations simplifiées pour utiliser moins de substances. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui font des tas de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément intégré dans l'ADN et dans la stratégie, dans la vision, dans la raison d'être, en fait. Et donc, l'enjeu, pour moi, il est là, en fait. C'est d'arriver à le monter ou à l'accrocher dans ces textes structurants de l'entreprise pour que ça insuffle vraiment après. Voilà. Mais l'entreprise fait, heureusement, les entreprises, il y en a tout un tas qui font déjà des tas de choses, mais sans forcément avoir mis de lien entre tout ça, en fait. Vous avez des exemples, justement ? Dans le groupe qu'on avait, on avait donc un imprimeur façonnier qui fabriquait des books, vous savez, les books noirs avec les pochettes transparentes dans lesquelles les photographes ou les dessinateurs glissent leurs dessins. Et en fait, ces pochettes étaient en plastique qui contenaient des phtalates. Alors, les phtalates, c'est une substance chimique qui, associée au plastique, l'assouplit, mais qui a la propriété d'être peu liée chimiquement au plastique et donc de relarguer beaucoup. Et donc, ça veut dire que alors là, sur des pochettes plastiques, l'enjeu santé est moindre, évidemment, que sur des poches de sang ou sur des poches de soluté ou autre. Mais en tout cas, dans le groupe, il avait décidé qu'en fait, il voulait essayer de substituer ce plastique-là pour essayer de prendre un plastique sans phthalate et moins potentiellement nocif. Mais en fait, c'est compliqué de faire ça. Parce que qui dit substitution de substances, de plastique, dit changement de machine. C'est-à-dire qu'en fait, ces feuillets étaient soudés, thermocollés. Le fait de changer de plastique, il faut changer la machine parce que c'est plus les mêmes propriétés, ça se soude plus de la même manière, etc. Puis il y a des tas de tests à faire sur le jaunissement, enfin voilà. Et donc du coup, ça peut engendrer des coûts importants. Il y avait aussi toute une présentation qui nous avait été faite par un fabricant de dispositifs médicaux. Pareil, toujours autour des phtalates et le fait... Alors, je ne sais plus si c'était les phtalates ou le bisphénol. Il y en avait un des deux, dont la substitution, le fait de le retirer, c'est pas la substitution, mais le fait de le retirer générait en fait des millions d'euros d'investissement parce qu'il fallait changer toute une ligne de production. C'est ça. Oui, c'est ça, justement. Et en fait, parce qu'on a mis en avant tout à l'heure les éléments positifs, ce qui permettait, dans un second temps, d'être attractif, mais justement, indépendamment de la question qui est déjà très importante de l'absence de questionnement sur le sujet, de se considérer pas concerné directement, il y a cette problématique qui est une problématique très importante, qui est que pour mettre en place toutes ces politiques de santé, etc., au sein des entreprises, forcément, ça génère des coûts, des investissements. Pas forcément, simplement, il faut déjà commencer par faire l'état des lieux, de voir déjà ce qui est fait et ce qui est possible de faire
Et selon les secteurs d'activité, c'est sûr que les enjeux santé dans les cosmétiques ne sont pas les mêmes que dans l'imprimerie et ne sont pas les mêmes que, je ne sais pas, moi, on parlait d'une école de commerce ou dans un cabinet d'architecte. Donc forcément, il y a les risques sont à identifier et à prioriser. Et il y a forcément des choses qui peuvent être faites, ne serait-ce que déjà quand on parlait de l'acculturation et de la formation des équipes, on n'est pas sur des millions d'euros d'investissement. Et c'est déjà, vous savez, comme le jardinier, en fait. Le jardinier, il prépare le terrain avant de commencer à semer. Et donc, tout ce travail de préparation, il est faisable et c'est pas des investissements lourds. Donc, il y a On a moyen la de faire des compétence choses. aujourd'hui ? Oui. Il y a la compétence pour... Oui, il y a des gens qui peuvent intervenir en entreprise et aider, accompagner à développer la santé comme un pilier, un levier stratégique pour l'entreprise. Si j'osais, je vous dirais bien moi. Osez. J'allais justement rebondir après en Non, disant... mais bien sûr, vous, Bien sûr. évidemment, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Vous ne pouvez pas faire ça sur toute la France. Ouais. Non, mais justement, enfin, ce qu'il y a... Par exemple, dans le groupe, là, dans le groupe à l'époque, donc je suis allée passer 2 jours ou 3 jours, je sais plus, chez Veolia justement, pour former et sensibiliser une équipe de collaborateurs, voilà, au sujet. Et quelles ont été les réactions, positives comme négatives ? Est-ce que vous avez eu des choses qui vous ont surprise ? Parce que franchement, je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre à Veolia, en fait, en matière de santé ? Quand même, Veolia, c'est comme un groupe, voilà, qui a des moyens, bon. Et en fait, chez Veolia, comme chez les autres, à l'époque en tout cas, ce qui manquait, c'était le lien et la transversalité. Et la vision globale et à 360 de la santé. Et donc, rien que ça, en fait, et on se rend compte combien les gens ça leur fait du bien, en fait, de faire du lien et de mettre en cohérence des tas de choses. Ça crée une espèce d'unité, en fait. Et je dis rien que ça, c'est thérapeutique, j'allais dire. Bien sûr. Et ça permet de créer un projet commun dans un sens positif, c'est sûr que oui, ça peut être très fédérateur. Ça crée des échanges entre services sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément l'habitude d'échanger. C'est vrai que la santé, globalement, c'est quand même les RH, enfin en tout cas pour tout ce qui est santé au travail. Je ne parle pas évidemment sur tout ce qui est produit, mais tout est très... Et puis plus l'entreprise est grosse et plus c'est en silo et cloisonné. Donc, rien que ça, en fait, déjà, c'était même la carte des déterminants de santé. En fait, personne ne connaît cette carte, et pourtant, elle est, enfin, c'est pas quelque chose de compliqué. Se dire, qu'est-ce qui détermine la santé des gens ? Pour voir le champ des possibles, déjà. Donc, qu'est-ce qui détermine la santé des gens, justement ? J'allais le faire, parfaite transition. Qu'est-ce qui détermine la santé des gens ? Il y a des facteurs très individuels, évidemment, liés à l'âge, au sexe, à l'héritage génétique, même si avec l'épigénétique, on sait qu'on a moyen aussi de modifier les choses. Et puis après, il y a des modes de vie individuels, tout ce qui est hygiène de vie, alimentation, façon de se déplacer, etc. Et puis des choses plus collectives en termes d'environnement de vie, de travail. Et puis, j'allais dire, de manière encore plus macro, on va dire les systèmes sociaux, économico, environnementaux, culturels dans lesquels on est. C'est sûr que vivre en France ou vivre dans un pays d'Afrique, en Asie, selon le pays et tout l'écosystème dans lequel on est, on a plus ou moins, donc, je veux dire, quelque part d'atouts pour rester en bonne santé ou pas. Et dans tout ça, le système de soins, que moi j'appelle pas le système de santé, mais le système de soins, pèse entre 10 et 20%. Donc c'est à nous de bosser. Donc en fait, il y a vraiment, pour moi, un enjeu majeur, encore une fois, c'est d'amener les gens à comprendre que la santé, ce n'est pas que le soin, et que c'est à 80% autre chose que du soin, et que donc du coup, ces 80%, ils sont portés par tout le monde, les entreprises, les collectivités, les associations, les écoles, nous tous individuellement. Et puis, en effet, quand on est malade, parce que c'est quand même incontournable à un moment donné, on a affaire au système de soins. Mais la santé, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose. Évidemment que le soin en fait partie, mais c'est loin d'être que ça. Et donc, j'allais dire, quelque part, rien que ça allume, ça allume une petite lumière de prise de conscience, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une action à faire pour emmener aussi les médecines complémentaires en entreprise ? Sujet glissant.
Alors nous, on parle de pratiques complémentaires. Pratiques complémentaires, tout à fait. Là, je me concentre surtout sur la prévention, du coup. Bah oui, bien sûr. Et alors... Sauf qu'en France, c'est très mal vu. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui... Bon, je ne suis pas capable de dire quel est le pourcentage d'entreprises qui ont recours à ça, mais il y a quand même pas mal de structures qui commencent à s'ouvrir à ça et permettre... Alors, bon, je ne dis pas que forcément l'entreprise le prend en charge, mais en tout cas, il y a quand même des entreprises qui font un peu attention quand elles choisissent les contrats des mutuelles, par exemple, puisque ça passe aussi par là. Alors, vous disiez, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Ça passe aussi, quand on parlait d'acculturation et d'explication, c'est expliquer les contrats de mutuelle, quelles sont les pratiques qui sont à disposition des salariés. J'ai déjà fait des tests, globalement, il n'y a pas la moitié des gens déjà qui savent les pratiques auxquelles ils peuvent avoir recours, et puis à quoi elles servent, ces pratiques. Donc là aussi, il y a tout un champ on va dire, d'éducation, ou en tout cas d'information. Pour moi, l'entreprise promotrice de santé, ou l'entreprise à santé positive. Vous savez, on parle de maisons lambda, les maisons passives et les maisons à énergie positive. Ben voilà, on peut avoir une entreprise à santé positive. Pour moi, il y a 3 piliers. Il y a le fait justement de travailler déjà sur l'information et l'acculturation, et ça coûte vraiment pas grand-chose. Surtout qu'il y a des organisations qui ont à disposition, ils peuvent déjà relayer des tas de messages de santé publique. Il y a quand je dis des organisations, c'est les IREPS, les Instituts régionaux d'éducation et de promotion de la santé, qui ont des ressources, que ce soit des jeux, des affiches, qui ont des flyers, quantité de choses. Ils étaient partenaires d'ailleurs de l'action collective qu'on avait menée, donc sur l'empreinte santé. Et à la fin de cette action collective, on leur avait demandé de chercher dans tous leurs fonds documentaires, de trier ce qui pouvait concerner aider les entreprises. Et les entreprises, à bien des égards, sur des questions notamment liées aux addictions, dont elles ne savent pas trop comment se dépatouiller en interne, sur préparer la retraite, sur le bien vieillir, sur plein de choses. En fait, ces organisations-là, donc les IREPS, ont plein de ressources qu'elles peuvent mettre à disposition des entreprises. Il y a donc déjà tout ce premier volet-là d'éducation et d'acculturation à la santé. Après, il y a le volet santé au travail. Et là, il y a quand même déjà beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet. Et le volet après, comment on l'intègre dans le cœur de métier. Et donc, dans la production et des biens et des services. Ça fait 3 axes. Et donc, commençons déjà par le premier, d'acculturer tout le monde. Parce qu'en plus, cette histoire d'innovation par la santé, ça veut dire qu'il faut avoir déjà, de toute manière, à la base, une connaissance des grands enjeux de santé, des déterminants de santé, pour avoir ne serait-ce que l'idée de développer certaines choses. On a une entreprise en région Centre-Val de Loire qui fabrique des luminaires et qui a développé une gamme de luminaires qui contribue à insonoriser les espaces. C'est-à-dire que, quitte à faire un luminaire, alors évidemment, c'est pas un luminaire pour mettre dans son salon, c'est des luminaires pour des grands espaces. Et on sait que dans des espaces de restauration ou dans des grandes salles où il y a des événements, tant qu'à faire, autant réfléchir la forme et le matériau du luminaire pour qu'il ait tendance plutôt à absorber le son plutôt qu'à le renvoyer et à l'amplifier, en fait. Je veux dire, ça, le son, le bruit, en fait, c'est un déterminant de santé. Bien sûr, ouais. Et pour l'entreprise, c'est un moyen d'innover de manière, j'allais dire, quelque part intelligente et porteuse de sens. Mais encore faut-il être au courant, parce que nous, personnellement, on ne connaissait pas, quoi. Voilà, c'est pour ça que absolument c'est la base. Génial, ouais, tout à fait. Tout ce qui est, c'est quand même beaucoup aussi la mode des appareils qui font de la lumière. Pourquoi pas essayer de voir s'il y a moyen. La luminothérapie et la lumière, c'est aussi un déterminant de santé. On voit bien que les écrans, on incrimine la lumière bleue. Est-ce qu'il y aurait moyen dans les bureaux d'études d'intégrer des gens qui ont cette conception de la santé ? On a beaucoup parlé des ampoules basse consommation. On se dit, OK, super, alors, à l'époque où ça existait encore, avant d'arriver au LED. Et l'ampoule basse consommation, probablement que d'un point de vue énergétique, c'était une super invention, mais il était quand même après avéré qu'on déconseillait de les mettre dans des lampes de chevet ou dans des lampes de bureau, parce qu'elles émettaient un rayonnement électromagnétique qui pouvait être gênant. On se dit, OK, si à la conception de ça, il y avait eu des compétences santé autour de la table, peut-être que ça aurait permis d'éviter
Et après, de pas se retrouver bloqué avec... en plus, à un moment donné, toutes les ampoules anciennes avaient disparu. Il n'y avait plus que ce type d'ampoule. Enfin, Ouais, bon... vrai. En fait, c'est un nouveau département dans l'entreprise. Là, quand je vous écoute, je me dis, mais il faut, au même titre qu'un département RH, un département innovation, digital, etc., il faut un département santé qui s'occupe de coordonner l'ensemble de l'entreprise autour de ces thématiques. Parce qu'en fait, c'est santé à 360 degrés. Et on parlait de la lumière. Il y a aussi beaucoup d'entreprises dans lesquelles on est assis à son bureau. Donc déjà, on est très sédentaire, on n'est pas poussé au mouvement. Déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, on ne voit pas la lumière naturelle. Troisième chose, et je pense à un cas particulier qui m'a concernée, on n'a même pas la possibilité d'aérer son bureau. On peut même pas ouvrir les fenêtres. Donc voilà. Et ça, c'est des choses... Enfin, je veux dire, ça coûte pas grand-chose, ou en tout cas, ça s'envisage quand on va choisir des locaux, des choses comme ça. C'est là où c'est intéressant que l'architecte et aussi, lui, à la conception des bâtiments, des compétences santé. Et puis que les urbanistes aient des compétences santé. Moi, maintenant, c'est vrai que ça date un peu puisque ça fait 10 ans, mais je vois bien qu'il y a quand même encore des choses qui n'ont pas beaucoup changé. Alors, il y a quand même maintenant tout un département, justement, en lien avec le HESP sur urbanisme et santé. C'est un sujet maintenant dont on entend parler. Mais il y a 10 ans, justement, quand j'ai fait ce master spécialisé, ça n'existait pas. Et là, on avait un cas collectif où on a travaillé avec des urbanistes qui n'avaient pas du tout de compétences santé. Donc, ça, sur l'urbanisme, ça a évolué. Mais ça devrait, quelque part, rentrer dans tous les métiers, puisque tous les métiers sont possiblement en lien, directement ou indirectement, avec ce sujet de la santé. Bien sûr, et ça permet, je trouve, de faire justement un parallèle avec une notion qui vous est chère et qui est très chère à nous aussi, à savoir la santé intégrative, en fait. De dire que la santé intégrative, bien sûr, quand on l'expose, on met toujours en avant la médecine allopathique avec les pratiques complémentaires. Donc oui, en effet, on va dire basiquement, c'est ça, mais ça peut aller beaucoup plus loin et justement de se dire que tout un écosystème, tout le monde peut participer en fonction à son échelle, en fait, en fonction de sa pratique, etc. On peut tous faire des choses, que ça soit au niveau de l'entreprise, qu'au niveau des gouvernements. Enfin voilà, tout doit être repensé de façon intégrative. Alors du coup, moi j'utiliserais plus là la notion de santé globale. Pour moi, c'est un peu comme des poupées gigognes, en fait, entre médecine intégrative, santé intégrative et santé globale. Et donc quand on est sur la médecine intégrative, c'est vraiment le patient et l'acteur, enfin en tout cas l'acteur qui est là à ses côtés, c'est le soignant et donc le professionnel du soin. Voilà, donc le côté médecine intégrative, on est quand même très dans le soin. Santé intégrative, on commence déjà à ouvrir et à intégrer des dimensions de prévention un peu élargies. Les acteurs, ça reste quand même encore les professionnels du soin et du bien-être. Et puis quand on arrive sur la santé globale, pour le coup, là, on parle plus justement de citoyens, et plus de patients, mais plus de citoyens. Et là, c'est vraiment tous acteurs de santé, y compris les élus, les entreprises et tous ceux qu'on a cités, quoi. Donc, c'est un périmètre qui s'élargit. Donc, oui, je parlerai plus de santé globale. C'est le concept du One Health, et j'allais dire, quelque part, voilà, dans la perspective One Health, ouais. Oui, bien sûr. Il faut que ça s'infuse davantage au sein des populations. Et après, on en a parlé déjà à plusieurs reprises avec d'autres invités. Et c'est vrai qu'en effet, c'est quelque chose qui existe. Nous, on l'a découvert grâce à ce podcast. Mais c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui a été, on va dire, théorisé, etc. Mais pour autant, ça n'a pas été suffisamment diffusé pour que ça puisse être maintenant en infusion et que ça puisse se développer quelque chose. Donc, il faut travailler à... Mais ça va venir parce que... Alors, moi, je commence à avoir quelques cheveux gris. Mes premières interventions sur le développement durable, en santé, etc., c'était il y a 20 ans. Et il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Et on parlait de la santé environnementale. 2009-2010, on va dire, émergence avec la création du réseau environnement santé, de la ZEF, etc. Aujourd'hui, 2025, ça y est, la santé environnementale, beaucoup de régions et d'acteurs s'en sont emparés. Ça y est, 15 ans. Et c'est ce qu'on dit, entre 15 et 20 ans pour que ça... Ouais, c'est d'accélérer quand même. Ça se vulgarise. Ouais, c'est ça. Là, on a l'adolescence à peu près de la réflexion, peut-être que... Est-ce que justement, vous pensez que les nouvelles technologies
Donc l'IA, Big Data, le biomimétisme ont un rôle à jouer pour accompagner les entreprises, les concitoyens, les gouvernements. Et si oui, lequel? Ou est-ce que c'est plutôt un frein? Ou comment vous voyez les nouvelles technologies dans cette Alors, dans ce débat? Je fais une différence entre l'IA, Big Data dont vous parlez et le biomimétisme. Oui. Pour moi, le biomimétisme, en effet, c'est, voilà, comme le disent on va dire les précurseurs, c'est une bibliothèque énorme et un fond d'inspiration sans fond. Donc, oui, je pense que la nature a plein de choses. Le fait d'innover en s'inspirant de la nature, c'est illimité. Donc, alors après, ça ne veut pas forcément non plus dire se mettre à exploiter la nature. Ah non, oui, c'est s'inspirer du fonctionnement de la nature, le biomimétisme. Oui, et quand on voit, par exemple, le but après, c'est pas de faire des élevages de moules et de récupérer les fils qui les accrochent au rocher pour en faire des fils de suture, etc., quoi. Donc, bon, voilà. Mais de toute façon, c'est toujours qu'est-ce que l'humain et sa conscience va faire des choses, quoi. Et pour moi, pour l'IA et les data, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour moi, c'est des formidables outils. C'est-à-dire qu'on voit bien, même par exemple sur cette histoire d'empreinte santé, je suis convaincue que le fait de pouvoir analyser des datas à grande échelle, le fait de pouvoir sourcer, faire de la veille à grande échelle, y compris sur des solutions qui pourraient être trouvées, puisque l'enjeu d'introduire cette notion d'empreinte santé, ça nécessite d'innover par la santé. Donc le fait de pouvoir sourcer des expériences réussies ou ratées à l'autre bout de la planète en un quart de seconde, et encore, forcément pour moi c'est des ressources fortes, mais ça dépend comme tout de ce qu'on va en faire en fait. Et bien sûr que si on cherche à substituer l'humain par l'IA, je pense qu'on va aussi dans le mur, mais enfin l'espèce humaine va dans le mur pour le coup. Quand je dis on, c'est l'espèce humaine, mais bien sûr, je pense que ça peut être des outils c'est ça, puissants. Le voir comme un outil, bien sûr. Notamment comme indicateur, peut-être en tout cas pour mesurer des choses et tout. Peut-être qu'à un moment donné, on arrivera à trouver un moyen, grâce à ces outils-là, de pouvoir poser des indicateurs sur l'empreinte santé. Bon, encore faut-il s'emparer du sujet. Oui. Donc pour ça, acculturer, comme vous dites. J'essaye d'être... j'allais dire quelque part intégrative et de ne pas non plus tout miser sur les chiffres. Parce que pour venir d'une école de commerce, avoir travaillé en contrôle de gestion, avoir fait ce fameux master spécialisé la santé et environnement avec justement quelques intervenants qui m'ont marqué notamment sur comment sont décidés des seuils, d'où ça vient, tout ça. En fait, je dis souvent, on a l'impression d'être dans un univers sécurisant du chiffre, mais quand on creuse un peu et qu'on voit sur quoi ça repose derrière, des fois, il n'y a pas grand-chose. Et les chiffres, on peut aussi, une banalité, mais leur faire dire ce qu'on veut, etc. Donc oui, des chiffres, mais pas que des chiffres, en fait. Non, bien sûr, pas que des chiffres, mais je pense que ça passe aussi par là. Bien sûr. Et bon, il faut quand même dire ce qui est. En tout cas, si on parle des entreprises, les dirigeants sont quand même beaucoup axés sur les chiffres. Naturellement, mais aussi parce qu'ils vivent dans un monde de chiffres, en fait, on ne peut pas faire autrement. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il faut quand même passer par là, même si, effectivement, il y a toute cette éthique derrière les chiffres. Mais à partir du moment où on arrivera à mettre en place des indicateurs, ça va quand même donner une dynamique. En fait, je pense qu'il faut plusieurs catégories de personnes. Parce qu'on a observé, là, par exemple, autour du développement durable en santé, qui m'a occupée quand même pendant une quinzaine d'années, c'est que les premiers qui sont allés dans la démarche, en fait, ils n'avaient pas besoin de chiffres. Pour eux, c'était une évidence. C'était une évidence. Voilà. Et donc, quand je dis ceux qui y sont allés, c'était des directeurs d'établissement qui n'avaient pas besoin de montrer par A plus B. Voilà. Et donc, ils y sont allés avec conviction. Ils y ont mis tout leur cœur et toute leur âme. Et ils ont obtenu des résultats incroyables. Et donc là, après, en effet, une fois que ceux-là sont partis, j'allais dire quelque part, les pionniers sont partis, le fait d'analyser et d'observer, d'objectiver qu'est-ce qui a marché, pourquoi, et d'en sortir des chiffres pour convaincre ceux qui ont besoin de chiffres pour être convaincus, ouais.
Ça part de là, hein, ça j'en suis convaincue. Nous, on en est convaincus et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce projet. C'est que nous, on n'a pas besoin de chiffres, on sait que c'est un enjeu et ça va être le plus gros enjeu de la prochaine décennie. Hein. Pour moi, c'est là déjà, on est dedans. Et c'est un enjeu tellement essentiel qu'il y a un besoin d'éducation et d'éveil au plus grand nombre. Et c'est aussi l'objet de notre podcast et de notre média aujourd'hui à plus grande échelle, parce que si on ne responsabilise pas les gens en les éduquant sur ces sujets-là, on va jamais y arriver. Il faut qu'on le fasse de façon vraiment collective et comme vous le disiez, c'est pas que les entreprises d'un côté ou les gouvernements d'un côté ou voilà, mais c'est vraiment tous ensemble qu'on va y arriver. C'est hyper dur à mettre en place et je suis persuadée, comme vous le dites, que c'est ce travail d'acculturation, de sensibilisation, de vraiment délier la parole par rapport à ces sujets-là qui va faire avancer les choses. Mais ça prend tellement de temps. Comment faire pour accélérer ? Tout à l'heure, j'ai évoqué l'accompagnement en fin de vie. Quand je fais de la formation au développement durable en santé, puisque du coup, ça fait quand même maintenant, ce que je disais tout à l'heure, 20 ans, que je travaille sur cette question du changement. Et pour moi, c'est le deuil à faire d'un modèle de développement. Voilà. Et le deuil, il y a des étapes du deuil. Et les gens qui sont dans le déni vont pas passer directement... vont pas passer... Il y en a qui peuvent y sauter, encore une fois, mais les étapes du deuil, pour moi, elles s'appliquent à ça. Et quand, en groupe, justement, quand je fais de la formation, j'invite les personnes qui sont là. Donc, moi, j'interviens essentiellement en établissement de santé. Mais quand il y a des équipes qui sont là, et je leur dis, mais réfléchissez dans les services où vous êtes, réfléchissez au profil dont on parle, là, ceux qui sont dans le déni, dans la colère, qui sont dans la dépression ou qui, au contraire, ont passé le cap et sont en train de construire la suite. Tous, ils arrivent à mettre, grosso modo, des gens en face de ces mots-là. Il y en a, en effet, qui sont dans le déni, dans leurs équipes. Il y en a qui sont dans la colère. Et puis, il y a ceux qui ont fait le processus et puis qui sont en phase de dire, on fait quoi après ? Et qui sont prêts pour construire la suite. Et le processus du deuil, il est très individuel et on peut pas tellement... je ne sais pas s'il y a des recettes pour accélérer les choses, en fait. Hein. Mais ça met aussi en avant le fait que même là, finalement, c'est une question d'humain, en fait. C'est vraiment... on a beau en parler d'indicateurs économiques, etc., de performance ou peu importe, finalement, si l'humain derrière n'est pas acteur, elle n'arrive pas à se projeter, peut-être que ça reste un frein de base, de toute façon. En fait, on revient toujours à la même chose. Pour accélérer les choses, il faut être dans la prévention dès le plus jeune âge. Moi, je vois que ça, en fait. C'est quand on vit avec, quand on voit que nos enfants aujourd'hui, pour eux, si on trie pas les déchets, ça leur paraît complètement dingue. Il faut que demain, pour eux, avoir des additifs dans leur plat, ça devienne une ineptie totale. Donc finalement, pour préparer ça, mais bon là, c'est... Mais ça prend comment dire, ça prend vraiment du temps. En le disant, je me disais, oh là là, c'est long. C'est un changement de culture, qu'on soit à l'échelle d'une entreprise sur un sujet de santé, ou là, pour le coup, la société dans sa globalité, c'est générationnel, en fait. Hein, c'est ça, c'est générationnel. Donc, je ne sais pas si on peut accélérer le mouvement, en fait. Et vraiment, j'ai un mari qui travaille dans le maraîchage. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un livre qui s'appelle « Le manager jardinier ». Et donc, le parallèle entre le rôle du manager et le rôle du jardinier. Et donc, encore une fois, le jardinier, il prépare le terrain. Après, il sème. Et puis, il y a quand même plein de périodes où il attend, où il fait rien. Et puis après, il arrose. Enfin, quand je dis, il arrose, il met de l'engrais, il désherbe, il entretient. Mais globalement, il attend que ça pousse, quoi. Et puis, il y a des graines qui germent jamais. Il y en a d'autres qui poussent super vite. D'une espèce à l'autre, c'est pas la même chose. Et puis, il est dépendant aussi de la météo. Donc, de tas de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et donc, ça apprend à être humble, quoi. Donc, je pense que sur tous ces sujets-là, du coup, je dis souvent, c'est une école de patience et d'humilité. Parce que changer les choses... c'est la gestion du changement, quelle qu'elle soit. Hein, voilà. Et la santé, c'est peut-être encore... Je ne sais pas si on peut dire que c'est encore plus complexe, parce qu'en plus, ça touche à la vie et à la mort, j'allais dire. Hein, donc, il y a quand même un enjeu fort. Il y a une forte intimité avec la santé. Et puis quand même, la santé, alors pour le coup, parce que c'est souvent amalgamé à la maladie, c'est un sujet qui fait peur. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise,
quand ils nous voient arriver avec le sujet santé, c'est mon Dieu, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez en termes d'obligations, de réglementation. Et puis, il y a des tas de gens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas du tout envie de se poser la question de savoir qu'est-ce qui pourrait leur arriver. Et souvent, on s'intéresse à la santé quand on commence à avoir des soucis avec. Bien sûr. Ou alors quand on est jeune maman et qu'on se questionne sur la santé de son bébé et tout ça, quoi. Et justement, après 20 ans dans tous ces sujets-là, vous êtes optimiste ? Dites-nous que oui, on a besoin. Non, mais c'est intéressant. Mais bien sûr. Je pense quand même que l'espèce humaine, globalement, quand on regarde, en fait, elle fait des changements quand elle n'a pas le choix. Et que donc, il faut peut-être se prendre des murs pour remettre en cause des choses qui paraissent inchangeables. Et on en a des exemples, des entreprises, par exemple, qui avaient été pionnières dans l'organisation du travail et qui déjà, bien avant le Covid, avaient déjà instauré des journées de télétravail. Et donc, c'était questionné aussi déjà sur la cohésion des équipes et l'écoute des salariés en télétravail et comment maintenir quand même une unité. Eux, forcément, quand le Covid est arrivé, ils étaient prêts. C'est-à-dire que le télétravail a été un traumatisme pour beaucoup d'entreprises. Ceux qui avaient anticipé, ils étaient prêts. Et eux, évidemment, ils ont subi le Covid comme tous les autres, mais en tout cas, ils n'ont pas eu ce côté-là à gérer parce qu'ils avaient anticipé. Donc, il y a quelques personnes, et je pense qu'on peut faire le parallèle avec des organisations, qui sont dans la prévention, qui anticipent, mais quand même, le gros et la masse, c'est quand même, on se prend un mur, et moi la première, et là, pour le coup, ça fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc, je ne sais pas si vous considérez que c'est optimiste ou pessimiste, ce que je viens de dire. Mais en tout cas, il faut qu'on écoute, il faut qu'on entende ça, il faut que chacun d'entre nous mette en place des petites graines, pour reprendre la métaphore du jardinier, vraiment des petites graines qu'on sème tous et qu'on doit mettre en application. Et finalement, en fait, quand on pense à la chose de façon aussi globale, on se dit c'est impossible, comment faire ? Et finalement, si chacun on fait un petit effort de notre côté et on pense à ça... Je pense vraiment que c'est ça, c'est cette fameuse phrase-là de dire soit le changement que tu voudrais voir à l'extérieur. Je pense que quelque part, on n'a pas le pouvoir de changer les autres. Le seul pouvoir qu'on a, c'est de se changer soi et de le partager, de le dire et de faire virus positif, j'allais dire. Et donc, on ne peut pas imposer à quelqu'un de faire ci ou ça. Je veux dire, c'est sa vie, c'est ses choix, voilà. Et dans l'entreprise, c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important pour insuffler cette dimension santé et rentrer dans cette logique d'empreinte santé, que le dirigeant s'applique à lui-même et soit le changement qu'il voudrait voir dans son entreprise, en fait. Et soit pas là pour dire faites ci, faites ça, et puis moi je fais le contraire, en fait. Parce que ça marche pas. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire quand j'accompagne les dirigeants. Non, mais c'est très important. Et peut-être aussi quand même déculpabiliser tout le monde, c'est-à-dire que la perfection n'est pas de ce monde, hein. Donc sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer là, on a tous ou alors des moments où on essaye d'être parfait, puis d'autres moments où on est rattrapé par autre chose et finalement on perd ses bonnes habitudes, Déjà, ça commence par la prise de conscience. Après, ça fait son chemin et effectivement, ça prend plus ou moins de temps selon les personnes, mais déjà, la prise de conscience, c'est la première étape, il me semble. Hein. Oui, je pense. Donc, voilà. Il y a je sais pas quand est-ce que c'était, il y a 2-3 ans. Je suis allée à l'université d'été des entrepreneurs d'avenir ou de l'économie de demain, justement pour prendre la température, voir un peu ces sujets de santé, est-ce qu'ils sont évoqués. Et c'était quand même très, très environnemental, les préoccupations. Et je suis repartie là en me disant, en fait, il faut arriver à faire de la santé une cause dont s'emparent certaines entreprises, comme certaines s'emparent de la cause environnementale. Parce que l'environnement peut parler à certains et moins à d'autres. Et puis, pour le coup, toute cette dimension, quelque part plus humaine, peut parler à certains. Et dans ce fameux master spécialisé que j'ai fait, la santé et environnement, enjeu pour le territoire et l'entreprise, il y avait 2 types de profils, j'allais dire, dans les étudiants. Des étudiants qui venaient de la santé
et qui s'intéressaient et s'ouvraient à l'environnement, et l'inverse, des étudiants qui venaient de l'environnement et qui s'ouvraient à la santé. Et à la fin, tout le monde était convaincu du lien entre tout ça et de la nécessité d'être dans les deux. Moi, je venais plutôt, justement, de la santé à aller vers l'environnement. Et donc c'est amener chacun à cheminer pour comprendre le lien qui existe entre ces questions-là. Et donc l'entreprise, il peut y avoir des entreprises, je pense, selon les secteurs aussi, ou selon la personnalité des dirigeants, qui vont être plus sensibles à cette question de santé. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de les accompagner pour qu'elles intègrent cette dimension-là, cette vision-là dans leur raison d'être, notamment pour les entreprises à mission ou pour les entreprises qui sont engagées sur le champ de la RSE, à le formaliser et à l'intégrer dans leur ADN, en fait, pour qu'elles en aient vraiment les bienfaits derrière et que ça ne soit pas que des surcoûts, mais qu'elles en aient un retour sur investissement à la fin, quoi. Oui, complètement. Et quand on voit le nombre de chefs d'entreprise qui sont en mauvaise santé ou en burn-out, voilà. C'est QFD, quoi. Et je le vois vraiment sur le terrain, moi. Bien sûr. Et pour être passé par là aussi, donc encore plus. C'est pour ça que je disais, soit le changement que tu voudrais voir mais complètement, ça peut pas être plus juste que ça. Hein. Et pour moi, le chef d'entreprise, après, encore une fois, on dit de l'entreprise, mais selon la taille de l'entreprise, évidemment, on n'est pas du tout le même enjeu quand on est dans une PME ou quand on est dans une multinationale. Mais pour moi, la santé du chef d'entreprise ou du porteur de projet, enfin plutôt la santé de l'entreprise dépend aussi de la santé du porteur de projet et du chef d'entreprise. Complètement. Donc, je ne peux pas être plus alignée que ça. Absolument, absolument. Donc il y a un peu un gros enjeu, mais... On va y arriver. Oui, mais il y a de belles perspectives, c'est ça qu'il faut retenir quand même. Je pense que le champ est devant. Enfin, moi, je reste sur cette phrase, pour le coup, optimiste. Même si on m'a dit en 2013, c'est pour dans 20 ans, on s'en approche. Oui, tout à fait, absolument. Merci beaucoup, Christine, pour cet échange. Merci beaucoup à toutes les deux. Et maintenant, de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet-là et de le ressortir du tiroir. Ouais, et maintenant, on va pousser les entreprises à créer un département santé. Ça me paraît absolument obligatoire. Dans 20 ans. Ça grave, on va de 20 ans en 20 ans, mais on va y arriver. Non, là, du coup, on est 2015, donc allez, dans 7-8 ans. Allez, nickel. On sera toujours là. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.